Salut à tous, on continue notre tour de Kazinka. Aujourd'hui, nous sommes à Castellare di Kazinka où on va parler du patrimoine. On sait que la Kazinka, c'est une région assez riche en matière de patrimoine. On va en parler avec notre spécialiste Stéphane Orsini, animateur bénévole à la FAGEC. On va parler de ce patrimoine à Castellare di Kazinka où toutes les époques sont représentées. On fait un petit tour? Allez, allons visiter. Donc là, on est sur le centre du village ancien. Comment ça se passe? Alors, on est à la fois au centre du village et à la fois sur son point le plus haut. D'ailleurs, le nom du quartier à Jim le signale. Et on est à un endroit où on voit cette construction qui est quand même assez massive et qui a vraiment les caractéristiques d'une maison fortifiée. Alors, ce n'est pas forcément le château fort qui a créé Ugastella, donc le village de Castellare, mais c'est probablement l'endroit que devait occuper la tour originelle. Et il se peut que cette maison, qui est une maison forte un peu plus tardive, reprenne des éléments qui existaient dans le château fort des Cortinchi, puisque c'est la famille, qui nous dit la chronique de Giovanni della Cruz, qui vient s'installer là et qui vient fortifier le village. Ces Cortinchi-là, ils sont voisins de la Kazinka et sont installés en Ampugnano, au château fort de Lungo, à Scarda d'Ampugnano aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a comme particularité ce village? Alors la particularité, c'est une particularité topographique. Il est bâti vraiment, il suit l'organisation médiévale de sa fondation, la fondation seigneuriale. Il est bâti en arrondi autour de l'endroit où se trouve à l'origine le château. Bon, c'est un petit peu le modèle de tous les villages un peu fortifiés de Kazinka, qu'on retrouve également les mêmes éléments en Balagne. Ici, il y a quand même les éléments médiévaux d'origine, en partie, qui ont été préservés. Quelquefois, le village, même s'il est de fondation seigneuriale, l'emplacement de la tour a entièrement disparu. Ici, on a quand même quelques éléments qui nous ramènent vers le Moyen-Âge. Allez, andiamo a bere. Dia biadia macchiosa, Alors, ce côté de la tour est intéressant. De l'autre côté, on a vu un petit peu les dimensions, mais là, on a vraiment les éléments du Moyen-Âge. Alors, on a donc le linteau en bâtière, ce linteau triangulaire, avec une petite fenêtre géminée. Ça, c'est deux fenêtres qui sont côte à côte. On voit un calice et peut-être un animal à gauche. Et puis surtout, cet élément gravé qui est très abîmé, mais on reconnaît donc un carré, un cartouche, et à l'intérieur desquels on voit, pour l'œil un peu initié, des morceaux de chiffres romains. Et donc probablement là, si on avait un spécialiste qui arrivait à nous retracer la date, on aurait probablement une date du 13e, de la fin 12e ou du début du 13e, qui elle nous donnerait la datation de la construction du château d'origine de Castellare. Alors, il y a d'autres éléments intéressants qu'on peut aller voir un peu plus loin. Voilà, là on a encore un élément intéressant. Alors c'est un remploi. La maison, elle, n'est pas médiévale. On retrouve un linteau en bâtière, donc ce linteau triangulaire, juste à côté de la clé, là, on croit. Et puis il repose sur deux supports, des consoles, qui sont gravées. Et donc on reconnaît facilement des rosaces dans les consoles. Et à l'intérieur du linteau en bâtière, qui est séparé en deux, eh bien, on voit probablement des coupes ou peut-être des calices. Alors cet élément-là, il vient plutôt que du château. Il pourrait provenir d'une des nombreuses chapelles qui sont autour du village, des chapelles romanes et qui aujourd'hui ont disparu, qui ont été démantelées pour servir de carrière à la construction des maisons. On voit aussi la cohabitation des époques avec... Alors voilà, alors là pour l'instant il y a une cohabitation, donc c'est bien. Il ne faudrait pas qu'il y ait une substitution. Voilà, les deux cohabitent. Alors esthétiquement c'est pas très réussi, mais en tout cas on a conservé l'ancien et on a rajouté la fonctionnalité du moderne. Alors, si on est revenu à notre point de départ, on a un panorama quand même sur les villages de la Kazinka. On peut imaginer que c'est une région qui est assez riche en patrimoine. C'est une région qui est très riche en patrimoine parce que ce sont des régions qui sont peuplées dès les débuts de l'apparition de l'homme, très peuplées, très actives durant l'Antiquité, et ce sont des territoires qui vont rester actifs au Moyen-Âge, au moment où se construisent des vestiges qu'on peut voir encore aujourd'hui, même s'ils sont souvent très ruinés. Pour imaginer un petit peu, au Moyen-Âge, qu'est-ce qu'on a? On a une multitude de châteaux ici, tous aux alentours. Au départ, on a probablement des petits hameaux qui vivent autour de la petite chapelle médiévale.
Et ensuite, au moment où les seigneurs arrivent, sur les pitons rocheux, s'installent des châteaux et les villages vont se constituer de manière concentrée, c'est ce qu'on a vu ici à Castellar, vont se constituer autour de ces châteaux forts. La difficulté maintenant, c'est de maintenir ce patrimoine. Alors ça, c'est la difficulté parce que les communes n'ont pas beaucoup de moyens, surtout quand ce sont de toutes petites communes, que le patrimoine est vaste, que souvent il est privé et qu'à ce moment-là, les privés non plus n'ont pas forcément beaucoup d'argent. Mais on peut quand même réussir à trouver des moyens et la question importante, c'est savoir qu'est-ce qu'on doit faire de ce patrimoine, au-delà de la conservation et de le transmettre aux générations futures, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui sans de le dénaturer de ce patrimoine. Et bien, l'idée, c'est de l'insérer dans des produits à vocation touristique, dans des produits à vocation de tourisme culturel, mais un tourisme culturel choisi et maîtrisé, pas un tourisme de masse. Alors, on le verra d'ailleurs demain, parce que demain, pour notre dernier épisode, on verra les difficultés pour maintenir, sauvegarder le patrimoine avec des exemples en casing et avec des maires.